Bien, merci à tous d'être à l'heure pour ce troisième point de vue sur les évolutions qui concernent notre secteur de la formation, avec Jacques Barry, président du FOD, avec Jean-Claude Dupuis, qui est enseignant-chercheur en économie à l'IAE de Paris et qui est responsable de l'école française de l'immatériel. Bon, il y a plein de mots très compliqués là-dedans dont il va falloir un peu parler. L'idée ce matin, c'est pas de faire un exposé, c'est plutôt d'avoir un dialogue entre vous deux sur différents thèmes que nous avons préparés. Et compte tenu de l'actualité de la réforme, on a choisi de démarrer par une introduction que Jacques va faire sur un peu le off de la réforme. C'est toujours intéressant de voir la grande histoire par la petite histoire et peut-être de nous raconter, de remettre dans le contexte économique, puisque c'est plutôt cet angle-là que l'on prend ce matin, de la mise en place de cette réforme de la formation professionnelle qui intéresse beaucoup la formation à distance. Merci Jacques. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise exactement? On a répété tard hier soir quand même. Prêt. Je sais pas, tu avais une très bonne idée ce matin pour démarrer, c'était quoi? Ah oui, ce matin au petit déjeuner, on parlait comment sont prises dans le fond les décisions qui aboutissent à cette réforme de la formation. Par exemple. Alors je crois qu'il faut déjà voir qu'il y a évidemment plusieurs partenaires. C'est les partenaires sociaux et c'est les pouvoirs publics. Alors les partenaires sociaux, vous les connaissez, mais ils ont chacun leur position et ils cherchent chacun leur intérêt, ou ce qu'ils pensent être l'intérêt de leur mandant, dans le meilleur des cas, quand ce n'est pas l'intérêt de leur appareil. Quant au pouvoir public, j'ai pris le mot pouvoir public exprès, parce qu'il y a quand même l'État et les régions, qui sont souvent d'accord, pas toujours, les régions ayant en plus un rôle de lobbying sur l'État qui est important. Donc tout ce monde-là, quand on est à la phase de la recherche de l'accord national interprofessionnel, qui est la phase 1, c'est théoriquement les partenaires sociaux tout seuls qui discutent entre eux, mais déjà l'État suit ça de près, et les régions aussi suivent ça de près. Les régions étant plus ou moins représentées par l'ARF. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'ARF, l'Assemblée des régions de France, est une structure forte. C'est une structure faible dont le fait que l'État ne joue pas vraiment un rôle d'animation des régions, beaucoup de gens attendent beaucoup de choses de l'ARF qu'elle n'est statutairement pas en mesure d'assurer, et notamment une représentation réelle des régions. Ce n'est pas le Sénat allemand. On n'est pas dans un système fédéral où l'ARF aurait des possibilités d'ailleurs de contraintes vis-à-vis des régions. Et chaque région peut tout à fait décider sa politique indépendamment de l'ARF. Et l'ARF ne peut pas engager l'ensemble des régions. Donc tout ça fait quelque chose d'assez compliqué. Côté État, vous avez notre ministère favori représenté par la délégation générale à l'emploi et à la formation. Et puis derrière, vous avez Bercy, qui suit de près parce que les 32 milliards, ça l'intéresse. Donc, et là, vous avez des rapports de force qui ne sont pas transparents du tout et qui peuvent amener à des décisions qui sont parfois étonnantes pour le spectateur naïf que nous sommes. Du côté des partenaires sociaux, vous avez vu avec le dernier accord national interprofessionnel que déjà du côté patronal, la position n'est pas unanime, puisque la CGPME n'a pas signé l'accord national interprofessionnel. Elle ne l'a pas signé essentiellement sur le problème de la non-mutualisation, de la réduction de la mutualisation dans le cadre de la réforme de la formation, ne croyant pas aux éventualités de versement volontaire des entreprises ou aux éventualités importantes de versement conventionnel pour la mutualisation. C'était ça le point principal. Quant à l'UPA,
Je dirais presque qu'elle a été achetée, parce que le MEDEF a concédé pour les moins de 10 quelques avantages que vous connaissez dans la loi. Je n'engage que moi en disant ça. Je ne sais pas, c'est ce genre de choses que tu... Peut-être parce que ça fait une introduction. Est-ce que le regard économique a été marquant dans la volonté de cette réforme? Alors, assez bizarrement, la première volonté, c'était qu'il y ait une réforme. Autrement dit, qu'il y ait déjà une signature des partenaires sociaux majoritaires sur l'accord national interprofessionnel et ensuite une loi. Puisque une des caractéristiques de la situation actuelle, c'est que nous avons un appareil d'État qui est beaucoup plus à l'aise, mais encore une fois, je n'engage que moi, dans le fait de faire des lois, des décrets, des arrêtés, plutôt que dans un rôle un peu différent, que moi j'aurais bien aimé qu'il sache jouer, d'animateur de réseau, d'animation d'échanges sur des bonnes pratiques, de faire évoluer les esprits en animant les choses sur un secteur donné. C'est autant d'éléments que notre État ne sait pas jouer. Je crois que la formation de nos hauts fonctionnaires ne va pas du tout dans ce sens. Et chaque cabinet et derrière lui, chaque administration considère que son vrai travail sérieux, c'est de faire des décrets, c'est de faire des arrêtés, c'est de faire des lois. D'ailleurs, vous voyez tous les différents codes qui augmentent d'année en année, deviennent de plus en plus complexes. On est dans une fringale de textes, alors qu'il y aurait certainement beaucoup de choses à faire plus utiles, et notamment en termes d'animation. C'est ce problème de l'animation des régions, notamment, ou de l'animation des branches, est peu porté par les pouvoirs publics, d'où d'ailleurs une demande vis-à-vis de l'ARF, qui est un peu injustifiée, parce que ce n'est pas le rôle de l'ARF. Mais il y a un vide. On veut parler aux régions. Ben oui, à qui on parle? En fait, c'est difficile de parler sans parler des DOM aux 22 régions déjà de métropole, puis des 25 avec les 26 avec les DOM. Si je peux moi rajouter, c'est intéressant, c'est la fabrique de la décision publique. Et c'est vrai que sous l'angle économique, ça n'a pas été si rationalisé que cela. Moi, j'ai accompagné, on va dire, la partie un peu économique, de par une certaine proximité avec Bercy sur les questions d'investissement immatériel. Et d'autant plus qu'à l'époque, le conseiller du ministre des Finances, Thomas Philippon, étant un ami, ça a facilité effectivement un certain nombre d'échanges. Ceci étant, il faut savoir sur ces histoires de formation professionnelle, de réforme, il y a beaucoup de représentations, elles demeurent, y compris des chiffres qui continuent à circuler. On se fonde sur ces représentations. Il faut savoir, effectivement, il n'y a pas d'analyse qui réellement a été posée afin de savoir si, en supprimant un système obligatoire, on allait réellement obtenir des gains de productivité, réduction de coûts cachés, etc. La fabrique, effectivement, c'est plutôt une fabrique politique où on essaye de trouver un compromis entre intérêts. Ça, il faut le savoir, et en sachant effectivement que décision très centralisée, on n'a pas expérimenté comment cela pouvait être envisagé. Reste que il y a un élément qui a joué, moi je l'ai vécu personnellement, c'est le fait, y compris d'expliquer au cabinet Sapin qu'on pouvait imaginer éventuellement, une fois qu'on avait supprimé l'obligation, donc le fameux 0,9 sur le plan de formation, un système de dotation aux amortissements. C'est-à-dire, quand on parle d'amortissement des dépenses de formation, c'est obliger les entreprises à mettre en réserve des sommes qu'elles devraient ensuite réinvestir pour maintenir effectivement leurs compétences individuelles et collectives.
Et cette idée d'amortissement, elle figure dans le plan d'action national, capital humain et formation professionnelle, investissement pour la compétitivité, dont l'animation a été confiée à la Fédération de la formation professionnelle par la DGEFP et la DGE, qui est la Direction générale aux entreprises. Reste qu'effectivement, après la mise en œuvre, la traduction, reste encore à trouver. Mais en tout cas, il faut pas penser que sous l'angle économique, y compris du côté de Bercy, les questions de formation soient tellement investies. À titre d'illustration, le colloque qui a été organisé par la FFP dans le cadre d'un précédent mandat, je crois que c'était en 2013, moi je n'en avais pas conscience, mais c'est Jean Wehmer qui me l'a indiqué, c'était le premier colloque à se tenir à Bercy sur la formation. Donc il a fallu attendre dans l'histoire de notre pays 2013 pour qu'on organise un colloque à Bercy, au Centre Pierre Mendès France, alors qu'il y a des colloques tous les jours, au Centre Pierre Mendès France. Voilà. Donc il ne faut pas penser que la formation est quelque chose de bien identifié, encore moins les organismes de formation, leur fonctionnement. Reste qu'effectivement, il y avait 2 gros postes, et on continue à les avoir en tête, où on peut y trouver un certain nombre d'économies. C'est toutes les questions relatives au logement, notamment le logement social, et bien entendu la formation professionnelle, et ça résulte du fait que ça fonctionne sous mode paritaire, issu de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc dans la tête des gens qui sont dans les cabinets ministériels, du côté de Bercy, on a en ligne, en vue, voilà. Donc à partir de là, après, il faut trouver, effectivement, mettre en œuvre des réformes. Et il y en a une, effectivement, qui est advenue, voilà. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on avait imaginé de lancer notre réflexion. On va travailler en 2 parties. J'avais un point à rajouter, excuse-moi Jacques, qui est aussi important dans le mécano de la décision politique, c'est la nuance entre négociation et concertation, qui est au centre de beaucoup de choses et qui nous touche particulièrement parce que nous sommes sur un secteur dont la plus grosse partie relève de la négociation. Il s'agit de la formation professionnelle continue, mais dont une autre partie, l'apprentissage, relève de la concertation. Donc les processus ne sont pas tout à fait les mêmes. Négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un certain nombre de lois françaises qui admettent que sur le terrain du social, et la formation professionnelle continue en fait partie, les textes de loi doivent être précédés d'une négociation entre les partenaires sociaux. C'est le cas donc pour la formation professionnelle continue. Ce n'est pas le cas pour l'apprentissage, qui lui, relevant de l'enseignement initial, est du domaine souverain des pouvoirs publics. Ce qui n'empêche pas d'avoir une concertation. Alors la concertation, ce n'est pas de la négociation, mais c'est les représentants de l'État qui reçoivent les uns après les autres tous les acteurs, donc les mêmes, les syndicats, les partenaires sociaux, les représentants de tel groupe ou de tel autre, l'association des directeurs de CFA, etc., etc., l'enseignement catholique, l'enseignement religieux de telle ou telle obédience. Chacun vient raconter à l'État. Ça, nous, on l'a fait aussi en tant que FOD, on l'a fait en tant que Fédération de la formation professionnelle. C'est d'ailleurs toujours agréable parce qu'ils vous disent toujours oui. Globalement, en concertation, ils sont toujours gentils, souriants, et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Et comme en négociation, les négociateurs qui sont officiels, qui sont les partenaires sociaux, sont eux-mêmes à recevoir les mêmes groupes de pression, finalement, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est quand même nettement différent. L'une des différences, c'est que en bout de course, d'un côté, il faut quand même une signature des partenaires sociaux officiels. De l'autre côté, il n'y a pas besoin de signature, mais les fonctionnaires qui écoutent, ou les gens des cabinets qui écoutent les différentes parties à la concertation. Puis de temps en temps, je disais hier matin, et je me félicitais au nom du FOD, de ce que nous avons obtenu, par exemple, comme texte sur la FOAD. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. Si on a obtenu ces textes, c'est aussi parce qu'à un moment donné,
le MEDEF, ça l'arrangeait, notre position. Ça l'arrangeait par rapport à ce qu'il demandait par ailleurs, et nous devenions presque, au nom des technologies, un élément de plus dans leur argumentaire pour faire sauter l'obligation fiscale de formation. Si je peux rajouter sur ce point, parce que sa petite histoire, c'est intéressant. Moi, j'avais pointé le fait, dans le cadre de la production du rapport Gallois, donc le rapport Gallois qui a montré que la compétitivité, ou a rappelé plutôt que la compétitivité hors coût était importante, et dans ce cadre-là, effectivement, soutenir l'innovation non technologique. Et moi, j'avais pointé, effectivement, de façon ironique, mais en espérant que ça suscite, ça interpelle, le fait, oui, effectivement, on nous raconte depuis maintenant quasiment 40 ans qu'on est dans des économies fondées sur la connaissance, société du savoir, je ne vous la fais pas, et je voyais nulle part dans les innovations non technologiques les innovations pédagogiques. Donc je dis, si on nous raconte les entreprises pour qu'elles soient performantes, il faut qu'elles maintiennent, qu'elles développent leur capital humain, capital compétences, etc. Il faudrait quand même se soucier un peu des innovations pédagogiques. Et donc de les intégrer effectivement dans le champ de l'innovation non technologique. Et effectivement, c'est venu effectivement rebondir. Et puis moi, j'ai été compris, on m'a demandé d'intervenir auprès de l'équipe MEDEF sur ces questions-là. Donc c'est venu comme ça irriguer. Et ça s'est, à tel point que ça s'est retrouvé après, effectivement, dans la rédaction du CICE, Crédit d'impôt, compétitivité, emploi, où si vous avez ceux qui ont suivi ça, ou lu, ou qui le vivent, vous avez vu que la formation était éligible, y compris la formation dans le texte apparaissait avant même l'ARD. Donc vous avez qu'est-ce qui est éligible, vous avez investissement matériel, et puis après on a la liste des investissements matériels, et parmi le premier investissement matériel qui est pointé, c'est la formation. Donc il y a comme ça effectivement eu une évolution, mais effectivement qui a accompagné, qui a facilité la réforme. Donc voilà où on en est arrivé effectivement à un nouveau système, et maintenant le système on l'expérimente. On en a tous rêvé, si j'ose dire. Nous l'avons fait. Je taquine, nous l'avons tous rêvé. C'est pas forcément le cas. Mais pour certains, effectivement, c'était le cas. Voilà, donc maintenant, on y est. Alors justement, c'était notre première partie de discussion. Quel est l'impact de la réforme vu du point de vue économique ? Et la première question qu'on voulait se poser, c'était est-ce que ça change le marché de l'économie ? Est-ce que ça le structure différemment ? Alors, c'est deux questions que tu poses, qui sont quand même un peu différentes. Je dirais que la volonté n'était pas elle était indirectement économique, puisque une des volontés que semblait porter l'État était d'orienter mieux les budgets, les dépenses de formation vers les publics les plus défavorisés, et ainsi aider à résoudre le problème de l'emploi. Donc c'est économique, mais indirectement. On verra si c'est effectif ou pas. Je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense que le vide qu'il y a encore aujourd'hui au niveau de la concrétisation du service régional de l'orientation est un des gros problèmes par rapport à ça. Et beaucoup de financeurs de formation à qui j'ai l'occasion de parler, que ce soit les fonds GESIF, que ce soit les OPCA, me disent presque tous que dès qu'une personne relevant de ces publics dits prioritaires se présente, on lui fait le tapis rouge. Le problème, c'est qu'il y en a peu qui se présentent. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Et que pour qu'ils s'en présentent davantage, ça relève du dispositif d'orientation dans lequel j'intègre pour cette conversation Pôle emploi, qui est quand même pas tout à fait efficace sur cet aspect-là des choses. Donc ça, c'était pour la première partie de la question, vue par moi. La deuxième, c'est que, incontestablement,
J'avais fait d'ailleurs un tweet là-dessus. Ça, jusqu'à présent, déjà lorsqu'on parlait du marché de la formation, on avait tort de le mettre au singulier. Parce qu'il y a des marchés de la formation d'ores et déjà. Et il y a une relative spécialisation des organismes de formation par marché. On sait que, très en gros, les structures privées travaillent davantage avec l'offre privée et que les structures publiques travaillent davantage avec les financements publics. Mais derrière cette généralité, qui est vraie, il y a des choses beaucoup plus détaillées. Un organisme qui fait de l'alternance, ce n'est pas la même chose qu'un organisme qui fait de l'intra, par exemple. C'est deux marchés très différents. On peut avoir de l'alternance qui baisse à un moment donné en tant que marché et l'intra qui monte. Ce ne sont pas des marchés qui... Ce qui différencie aussi des marchés, c'est des capacités de mouvement différents au même moment. L'un monte, l'autre baisse. Bon. Le marché de l'inter, lui-même, on peut distinguer le marché de l'inter court du marché de l'inter long. Le domaine des langues définit aussi un marché spécifique, bon, etc., etc. Donc ce marché était déjà segmenté. Ce que je disais dans un de mes tweets, c'est que maintenant, on va à la fragmentation. C'est que ça va, non seulement c'est avec cette nouvelle loi, mon avis, c'est qu'il y aura des organismes... Mais encore une fois, je n'engage que moi, parce que ce n'est pas du tout la position officielle des pouvoirs publics, ce que je suis en train de dire. Pas du tout, du tout. Ils ne sont même pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y aura des organismes qui, peu à peu, vont être spécialisés sur, disons, le 1%, c'est-à-dire la partie qui reste administrée. Et puis, il y a tous les organismes qui vont en avoir marre de ce système administré, qui reste complexe, et qui vont s'orienter délibérément et exclusivement vers le plan de formation. Et alors, c'est là où le marché va le plus bouger. Parce que finalement, sur le 1%, ça va ressembler à ce qu'on connaissait avant, avec d'autres règles un peu. Enfin, il va falloir rentrer dedans, il va falloir être sur les listes, il va falloir... Bon. L'offre de formation a cette habitude-là, elle va s'y mettre. De l'autre côté, on va avoir des organismes qui vont se lancer sur un marché libre. Qui dit marché libre dit relation directe avec les entreprises. Or, la demande des entreprises, elle est généralement pas d'abord en termes de formation, elle est d'abord en termes de problem solving. Ils ont un problème dont ils ont perçu que ça venait des ressources humaines, et c'est formation et autre chose. En fait, c'est de la prestation intellectuelle dans le domaine des ressources humaines. Ce qui veut dire qu'un certain nombre d'organismes de formation qui voudront aller sur ce marché-là ou rester sur ce marché-là vont être obligés d'élargir leurs compétences un peu au-delà des limites de la formation au sens strict. Et de la même manière, un certain nombre d'autres acteurs qui ne faisaient pas de formation parce que la loi, tout ça, ça leur faisait peur, ou ils ne voulaient pas s'engager là-dedans, mais qui ont des compétences en termes de prestations intellectuelles, conseils, etc. Mais ça peut aussi être pour nous technologie. Des gens qui ne faisaient que de la technologie, qui nous vendaient de la technologie pour faire de la FOAD, ces gens-là vont se mettre aussi à faire de la formation eux-mêmes. Pourquoi pas? Puisqu'il n'y a plus de règles et qu'il y aura une demande des entreprises, forcément. L'entreprise, elle n'a pas forcément envie d'avoir 10 intervenants différents. Donc je crois qu'on va avoir au niveau de la partie... Le plan de formation va en fait créer un marché spécifique qui va être une sous-partie du marché général de la prestation intellectuelle, disons. Du conseil en développement de compétences, on pourrait peut-être... Conseil en développement de compétences, du coaching, enfin, plein de choses. Oui, je trouve que ce que... Des sociétés de services en informatique, enfin bon, il y a plein de... Ce que Jacques dit, moi je le partage tout à fait, je trouve ça très riche, dans le sens, effectivement, ça favorise ce qu'on appelle de segments stratégiques, et en soulignant le fait, effectivement, qu'il existe déjà des groupes comme ça stratégiques. Il y a une étude de Xerfi là, qui est parue il n'y a pas très longtemps. Xerfi est
un institut d'études stratégiques. Elles sont rares, hein, les études sur le secteur de la formation. Et dans ces études-là, où il n'y a pas tellement de prospective, hein, mais ça apporte déjà des éléments d'information. Il y a 5 groupes stratégiques qui sont identifiés, les multi, hein, c'est Segos, Demos, sur multi parce que multinational, parce que multidispositifs, multicanaux. Vous avez ensuite le groupe positionné sur de l'inter. Vous avez le groupe des formateurs conseils. Vous avez le groupe des pure players, donc qui font que du distanciel, le groupe digital. Et j'en ai un qui m'échappe. Là, j'en étais à 4. Il en manque un. Il va me... Ceux qui font effectivement que du certifiant, diplômant. Bon. Donc et à partir de là, effectivement, ça va induire des mouvements. En sachant qu'aujourd'hui, on ne dispose quasiment pas d'indicateurs avancés pour savoir quel va être l'impact sur le marché. Ce que l'on voit, effectivement, c'est qu'il y a une rationalisation, effectivement, des budgets. Donc ça, c'est extrêmement évident. Ça induit également, je pense, il y a un point qui est extrêmement important, et c'est sur le segment non réglementé, sur le plan, peut-être qu'il ne s'appellera même plus plan de formation à terme, plan de professionnalisation, plan de développement des compétences. Sur cette partie-là, il y a un mouvement de réinternalisation des entreprises. Et il faut comprendre qu'économiquement, le critère qui compte, c'est pas tant le niveau, le volume de chiffre d'affaires, c'est plutôt le volume de valeur ajoutée. Et ce que l'on voit sur ce segment-là, effectivement, compte tenu que les obligations sont plus les mêmes, elles disparaissent, il y a de la réinternalisation qui se fait. Donc, il faut en induire, à mon avis, un certain nombre de conséquences. Et également tirer parti du fait que depuis un certain nombre d'années, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une réduction du niveau des marges, y compris du niveau de taux de rentabilité, qui est très important. Il faut le savoir, hein, quand on regarde la réalité économique et financière des organismes de formation, donc le niveau de marge est descendu parce que les prix ont descendu. Donc il ne faut pas simplement regarder la question des volumes, hein, il faut à mon avis beaucoup réfléchir sur la question des marges. Et avec l'implication, comment on arrive à avoir des marges qui permettent d'avoir une capacité d'investissement pour innover compte tenu des changements en cours. Donc ça, c'est important. Et donc ça implique de réfléchir marge, valeur ajoutée, modèle économique. Et qu'est-ce qui va faire, notamment sur ce second segment, qu'on va disposer d'avantages concurrentiels par rapport à des cabinets conseils. Quelles sont les compétences qui vont être cruciales? Donc, et notamment, effectivement, moi j'invite à réfléchir par rapport au cabinet conseil. Moi j'ai accompagné la fédération Syntex dans la réflexion, qu'est-ce qui distingue une prestation de formation d'une prestation conseil réellement. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller vers un cabinet conseil? Pourquoi les gens, quand ils répondent à l'appel d'offres, ils se présentent comme consultants plutôt que formateurs? Donc bien entendu, derrière, il y a des questions qui sont relatives au transfert des acquis, mais également des questions d'évaluation. Quel est le rôle du numérique, du digital là-dedans? Bon, je pense qu'on va y revenir. Mais ça implique, sur ces segments-là, d'être en capacité de travailler, de produire ce qu'un économiste appellerait, même un gestionnaire, parce que je suis économiste et gestionnaire, la valeur d'usage. Et autrement dit, qu'est-ce que ça apporte pour résoudre un problème? Qu'est-ce que ça apporte pour induire du changement social? Et non pas, effectivement, quand on vend un signal de qualité, hein, ça peut être du certifiant, un diplôme, on vend de la valeur d'échange. C'est pas la même chose. Il faut le savoir. Hein, et réellement, quand on regarde, par exemple, j'ai eu fait l'analyse en bilan élargi d'HEC Paris. Qu'est-ce qui compte là-dedans, dans cette recette? C'est essentiellement la marque, les réseaux des anciens, le poids du pédagogique, du formatif, stricto sensus, il est pas si important que ça.
qu'est-ce qu'on achète quand on va dans ce type de boutique et dans des équivalents, voilà. Et donc il faut pas perdre de vue ces éléments. Et donc, quand on regarde la réalité, par exemple, d'un cabinet conseil, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, qu'est-ce qui est peut-être moins présent quand on est formateur conseil et qui conviendrait de développer, le cas échéant, quand on se positionne sur ce segment-là. Mieux identifier la valeur ajoutée. Tout à fait, c'est-à-dire que la question pour moi qui est clé, qui est quasiment pas travaillée, moi j'avais invité la FFP et il y a eu un séminaire stratégique, je regarde les représentants dédiés à ça, c'est quoi le modèle économique d'un organisme de formation, et en sachant qu'ils sont divers. Qu'est-ce qui compte? Quels sont ce qu'on appelle les actifs spécifiques, qui fait qu'on dispose d'un avantage concurrentiel et qu'on va pouvoir rester et qu'on peut dégager une marge. En sachant effectivement que quand on regarde comment fonctionne un organisme de formation, le niveau des marges aujourd'hui, il n'est pas très important. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que... Et c'est quoi un modèle économique? Comment ça se travaille? Je peux te dire un mot là-dessus. En moyenne, dans le total des charges d'un organisme de formation, vous en avez les 2/3 qui sont de la ressource humaine, qu'elle soit interne ou externe. Donc je ne parle pas de la masse salariale, parce que ça dépend dans les 66%, combien sont faits en interne, combien sont faits par appel à des vacations externes, peu importe. Mais il y a 60-70% finalement de ressources humaines. Il y a 20% de locaux. Parce qu'on est, malgré la FOAD, on est un secteur qui mange du mètre carré et dès qu'on grandit, il faut des mètres carrés en plus et ça coûte cher. Et puis le reste. Donc on vit là-dessus. En sachant ce qui est en jeu quand on fait une analyse d'un modèle économique et social, on peut le dire, c'est le fameux rapport qualité-coût, c'est-à-dire valeur-coût. Et donc, il faut sous-peser cela. Et notamment, moi je vois, parce qu'on m'interroge de temps en temps, y compris des organismes, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter et qui apporterait effectivement dans une amélioration du rapport qualité-coût. Alors, je vois effectivement qu'on déploie des outils d'évaluation, par exemple sans intégrer le fait que quand on fait cela, simplement, on réutilise des vieux outils qui s'appellent l'analyse de la valeur, l'analyse fonctionnelle, qui visent à mieux maîtriser effectivement la réponse que l'on produit, autrement dit la valeur d'usage. Reste que, là, moi, le constat que je fais, puis je l'ai même dit aux opérateurs qui essaient de vendre des solutions, les Formetrices et Enco, c'est qu'ils n'ont pas du tout perçu effectivement réellement ce qui était en jeu. Et moi, ce que je soutiens, puis il y a une recommandation là, qui va être diffusée début février par l'Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Ce qui me semble important, et puis j'accompagne un certain nombre d'entreprises sur ces questions-là, c'est développer ce qu'on appelle du contrôle de gestion de la formation. Alors, contrôle de gestion de la formation, le contrôle de gestion, c'est pas compter uniquement ce que cela rapporte, contrôle, c'est piloter le processus qui fait, in fine, qu'on apporte une solution à un problème, pour reprendre le terme utilisé par Jacques. Donc, bien entendu, ça, c'est sur le second segment, celui que je connais le plus. Le segment de la formation à base de conseils. Tout à fait. Pour l'autre, je dirais, c'est beaucoup plus traditionnel avec une problématique. Et la problématique, effectivement, je crois qu'il faut quand même l'évoquer, la problématique des marques. Et même pour moi, avoir réfléchi, même avoir testé, je suis membre du conseil de perfectionnement, je crois que ça s'appelle comme ça, de Demos. Par exemple, y compris un opérateur comme Demos, le poids de la marque, aujourd'hui, hormis en B2B, mais en B2C, il est très faible. Aujourd'hui, parmi les middle managers, qui réellement connaît Demos ou Segos?
Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces opérateurs en termes de stratégie de partenariat? Alors, je ne sais pas, concernant une maison que tu connais bien, Saisie, qu'est-ce qu'il en est de cette marque-là? Oui, mais par exemple, le Saisie, c'est intéressant. Ce qui est connu dans la marque du Saisie, c'est l'école d'ingénieurs. Or, l'école d'ingénieurs n'est finalement que la moitié de l'activité du Saisie. Et tout le reste suit derrière. Mais bon, de toute façon, le phénomène de marque, il est chaque année de plus en plus fort. Parce qu'une des caractéristiques de notre secteur de la formation professionnelle, c'est la concentration croissante. C'est-à-dire que maintenant, on a passé le cap, 3% des organismes font plus de la moitié du chiffre d'affaires global. 3% des organismes. Et ça augmente chaque année. Donc toi, tu imagines de la concentration. Tu imagines que ça va continuer à se concentrer? Je n'imagine pas, c'est certain. Et tous les événements de la réforme vont dans le même sens. Et notamment ce qui va arriver avec le décret qualité, qui va être aussi un élément de concentration supplémentaire. Le décret qualité, il n'est pas encore sorti. On va le présenter au bureau du CNEFOP, on va le représenter au bureau du CNEFOP le 3 février. Il y aura probablement dedans deux choses. L'évaluation de la qualité des actions de formation. Il y a un certain nombre de critères qui sont demandés. Bon, pas des critères tellement exceptionnels, mais enfin, c'est quand même une liste sérieuse. Il faut le faire, il faut y répondre. Mais si votre organisme de formation est certifié, selon un certain nombre de certifications qui seront fixées, l'OPCA doit considérer qu'a priori, il peut vous ficher la paix et vous faire confiance. Donc évidemment, ce n'est pas tellement qu'il y aura une ruée des organismes pour être certifiés, c'est que les OPCA qui n'ont pas terriblement envie d'aller se confronter à ce problème de la qualité et de l'évaluation de la qualité, pour eux, ce sera infiniment plus facile de choisir des organismes certifiés pour lesquels le décret dit « pour cela, faites confiance a priori et vous n'intervenez que s'il y a des problèmes signalés ». Donc, tu vois, la vente sur la partie 1%, hein, on est sur la partie 1%, là. Sur cette partie 1%, y compris, ce décret va là aussi pousser à la concentration. Un autre élément important sur la partie 1%, c'est qu'on va avoir, je ne peux pas appeler ça un nouvel entrant, mais un gros entrant, qu'on voit déjà avec les premières listes qui sont sorties, c'est les universités. Le nombre d'universités qui ont présenté des masters, etc., dans le cadre de la première liste interprofessionnelle nationale, marque la volonté aujourd'hui des universités qu'on comprend très bien, et qui peut être intéressante d'ailleurs du point de vue de l'enrichissement général de l'offre, et notamment dans un souci de qualification. C'est vrai qu'ils sont bien placés pour ça. Ils étaient marginaux quand même sur le marché de la formation continue. À mon avis, ils vont cesser d'être marginaux. Alors, toujours pareil, hein. Certaines universités vont y arriver très vite, très bien, d'autres ne vont pas y arriver, d'autres... Bon, mais globalement, ceux qui ont la capacité de qualifier sont quand même plus à l'aise que les autres. Ce qui, là aussi, pousse, pour les organismes privés, à une concentration pour pouvoir faire du qualifiant. Alors, on avance dans le temps, il est déjà 10h moins le quart. Si on regarde plutôt du côté stratégique maintenant, donc un peu de prospective, les conseils qu'on pouvait se donner, la première question qu'on s'était posée, c'était quel est l'effet du digital là-dedans? Est-ce que ça va beaucoup changer les choses? C'est en train de changer les choses? Comment vous avez regardé ça? Moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous l'êtes. Je regarde ça avec les yeux d'un économiste gestionnaire, et plus largement, pas seulement sur le secteur. À chaque fois, on a attendu des nouvelles technologies, des TIC,
une révolution. Et pour paraphraser effectivement un prix Nobel qui est Robert Solow, qui disait effectivement on voit des ordinateurs de partout, sauf dans les statistiques de la croissance. J'ai tendance effectivement à dire que faut pas attendre effectivement du numérique une révolution en soi dans le champ. Y compris, moi je suis pas spécialiste comme certains sûrement dans la salle, quand on regarde les évaluations, elles sont pas nombreuses, vraiment des évaluations empiriques sur l'impact des TIS, sur l'efficacité de l'apprentissage. Bon, les résultats sont pas forcément extrêmement concluants, et puis souvent, plus largement, on retrouve ça pour tous les investissements immatériels, in fine, ça consiste à dire ça dépend. Ça dépend. Si certaines conditions sont réunies, bah oui, ça peut apporter quelque chose. Sinon, ça apporte pas grand-chose. Donc, autrement dit, effectivement, il semblerait que pour la formation des adultes, le numérique, le digital, soit peut-être plus approprié que pour la formation, effectivement, des enfants, des adolescents. Donc, mais ça implique effectivement de créer des dispositifs sociotechniques très particuliers. Donc, c'est pas effectivement la panacée. Reste que ce que je vois souvent, puis alors là c'est le cas, il y a tout un discours, hein, toute une rhétorique qui est développée. Et en l'occurrence, c'est souvent masqué hein, par les opérateurs qui vendent ces solutions et qui cherchent effectivement à pousser un marché. Et en sachant ce qu'on voit souvent à l'œuvre quand on s'intéresse aux innovations socio-techniques et surtout les innovations managériales, c'est que les innovations qui se diffusent, c'est pas forcément celles qui sont les plus pertinentes du point de vue technique. Ça, il y a une illusion comme ça qui consisterait à penser que les innovations managériales, celles qui s'imposent, c'est celles qui sont les plus efficaces, techniquement parlant. C'est absolument pas vrai. Parce qu'il y a un autre critère, c'est l'innovation qui apparaît la plus légitime, la plus à la mode. Donc, et là, je le disais récemment, à l'ouverture du groupe de travail sur l'innovation, il faut faire attention aux bulles innovatives. On pourrait parler des MOOC, par exemple ? Le cas des MOOC, effectivement, est assez symptomatique du fait que les MOOC allaient révolutionner et notamment nous faire entrer dans l'ère de la gratuité. En l'occurrence, quand on regarde ça avec un regard d'économiste, en utilisant y compris les grilles qui ont été développées au début des années 2000, et en l'occurrence, y compris par des Français, alors l'école d'économie de Toulouse, entre autres, mais il n'était pas leader, Jean Tirole, donc on pensait que la gratuité allait être l'avenir de l'économie. On voyait des opérateurs offrir des packs gratuits de téléphonie. Et donc la gratuité, effectivement, était l'avenir de l'économie. La gratuité, elle aura duré moins longtemps que le soviétisme. Il y a une bonne explication économique. Économiquement, il y a ce qu'on appelle des externalités. Et en l'occurrence, le fait qu'un certain nombre de personnes consomment un bien, ça va augmenter la valeur du bien. Le consomme l'utilise. Alors c'est le cas pour un téléphone. Si vous êtes le seul à être abonné à un réseau, vous pouvez vous appeler vous-même. Et plus, effectivement, il y a d'abonnés à un réseau, plus le réseau a de la valeur. Il y a un dessin du chat là-dessus. Il a le premier téléphone, mais il ne sait pas à qui appeler. D'accord. Donc, autrement dit, on a intérêt à faire grossir le nombre d'abonnés et ça augmente. Et au bout d'un moment, effectivement, ça a de la valeur et on peut le vendre. Donc, c'est ce qu'on appelle les externalités d'usage de consommation, en l'occurrence directe. Mais il y a également des externalités de consommation qui peuvent être indirectes. Et on va voir que ça joue éventuellement sur les MOOC, mais ça joue très faiblement. Alors, externalité d'usage indirect, le fait que dans un réseau social qui vise à amener les personnes à se rencontrer, il y ait de nombreuses personnes du sexe opposé. Idem pour une discothèque, et il y en a d'autres qui vont être prêts à payer. Et donc vous allez proposer un prix très faible ou un prix zéro pour cette partie effectivement des usagers. Autrement dit, on a compris au début des années 2000 que sur les marchés, il y avait plusieurs faces.
Il y avait des marchés qui avaient 2 faces, des marchés qui avaient plusieurs faces, autrement dit qu'il y avait différents usagers, différents clients. Et donc, à partir de là, y compris, on l'a saisi, mais bien avant, hein, et on n'a pas attendu que des gens intelligents, brillants, économistes le devinent. Hein, la presse l'avait vite compris. Il y avait le lectorat, et puis effectivement, il y avait les annonceurs. Et donc, on vendait gratuitement, peu cher, effectivement, un support, et puis après, ça permettait effectivement de le valoriser auprès d'annonceurs. Donc, autrement dit, il y avait des raisons économiques et résumées très souvent en disant si c'est gratuit, c'est parce que c'est toi qui le produis. On te vend. Alors, quand on prend ces grilles-là et on regarde effectivement les MOOC. Alors, les MOOC, ça pourrait être quoi les marchés multifaces. Et certains l'ont expérimenté. On pourrait revendre les données des utilisateurs. Alors, Coursera, edX ont essayé et c'est très limité. Donc la valorisation des données des utilisateurs, y compris à des potentiels employeurs, etc., s'avère d'un usage extrêmement limité. Alors, où on voit par contre effectivement fonctionner le mécanisme, c'est le fait de pouvoir construire une audience. Mais on sait effectivement que ça implique une taille critique et d'avoir des actifs spécifiques. Et en l'occurrence, les deux premiers entrants ont capté a priori le marché. Et aujourd'hui, ils font payer pour le moins pour 50 000 le coût d'entrée, plus il prend la moitié des recettes. Mais si on essaye de voir sous un angle économique le potentiel des MOOC, dans le sens, y compris, ça irait casser la logique du marché, c'est régénérer de la gratuité, on s'aperçoit que c'est extrêmement limité. Donc, or, la problématique de l'audience et le fait d'avoir développé un standard technologique et de le revendre à d'autres, on ne voit pas beaucoup de façons de valoriser. Autrement dit, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres faces. Et donc, de ce fait, ça se résume le plus souvent à être un produit d'appel où on va vendre après, effectivement, un bouquet de services complémentaires, des certificats, etc. Donc, en l'occurrence, voilà, quand on a un regard, une analyse économique, là, c'est ce que je brosse, c'est un brouillon. Aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse économique du phénomène MOOC. C'est plutôt de la description, de l'observation, voilà. J'ai cherché dans les bases de données, aujourd'hui il n'y a pas d'analyse économique, effectivement, y compris certains qui avaient évoqué Christensen, c'était une innovation de rupture, ça c'était en 2010-2011, en 2015 montre que c'est pas une innovation de rupture en soi. Donc en tout cas voilà, sur les problématiques du digital, du numérique, il faut penser que c'est un élément, c'est une brique. Après, je dis il faut faire attention, c'est que, je le redis, c'est qu'il ne faut pas penser que ce qui se diffuse, ce qui s'impose, c'est forcément ce qui est le plus pertinent en termes d'efficacité, en l'occurrence d'efficacité d'apprentissage. Et donc, y compris, il y a tous des jeux d'acteurs, des jeux de lobbying. Par exemple, je pense, et je l'ai dit, donc je l'ai dit à l'acteur concerné, du type Orange. Orange a un discours effectivement très angélique sur ces questions-là, mais c'est parce qu'il y a intérêt. Pour lui, c'est un marché. Et Orange dit, oui, le numérique, ça change complètement la façon d'apprendre. Alors quand je me tourne auprès des spécialistes que vous êtes, je pense que nombreux, est-ce que ça change réellement, ça a révolutionné la façon d'apprendre ? D'accord ? C'est peut-être le moment de redire qu'on voulait faire la différence entre information et connaissance ? À mon avis, pour un économiste, c'est surtout sur les questions d'économie de la formation et d'économie de l'éducation, qui sont plutôt ancrées, non pas dans le champ de l'économie de la connaissance, c'est plutôt une problématique d'investissement, ce qu'on appelle la théorie du capital humain. On fait pas forcément la différence, et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de discours, et même par des gens brillants. Hein. Moi, j'ai accompagné, j'avais piloté un colloque pour le Syntec où vous aviez Michel Serres, petite poussette.
qui se vend très bien, hein, 250 000, etc. Entre eux, et c'est intéressant, parce que je peux le dire, entre ce qu'il y a dans le bouquin et sa pratique quotidienne, je ne sais pas s'il y regardera la vidéo, c'est intéressant l'écart. C'est vraiment le modèle anglo-saxon où là, pour le coup, la connaissance, le savoir est un bien privé. Hein. Je ne vous dis pas la minute combien ça coûte. Hein. C'est intéressant à vivre, mais ceci étant, voilà, pour revenir à cette distinction, information et connaissance, c'est pas la même chose. Alors pour des spécialistes de sciences et d'éducation, ça peut être évident, informer n'est pas formé. Reste pour un certain nombre d'acteurs, c'est loin d'être saisi. Et je fais de la pub, moi. C'est vrai, c'est quoi? Pour tout résoudre, cliquez. D'accord. Pour tout résoudre, cliquez ici. Donc dans le sens, en l'occurrence, les problématiques de reproduction, reproduire une information, aujourd'hui, ça coûte quasiment rien. Ça se résume à la distribuer. Et donc avec le digital numérique, ça coûte quasiment rien. Par contre, effectivement, reproduire une connaissance, et on travaille peu sur ces questions, c'est loin d'être à coût zéro. Il faut mettre en œuvre des dispositifs socio-techniques tout à fait spécifiques. Et les organismes de formation, effectivement, maîtrisent bien. C'est des usines extrêmement complexes. Et à défaut de faire cette distinction, mais qui n'est pas maîtrisée, et moi j'en suis surpris par de nombreuses personnes, on arrive à tirer des conclusions rapides. Et y compris quand on regarde l'histoire, là on est au CNED, la formation à distance, etc. On a utilisé nombreux outils, nombreuses technologies, quid. Donc ça implique d'ouvrir les boîtes noires, je dis ça à l'attention des économistes, y compris gestionnaires, c'est des vraies usines très complexes, un organisme de formation, une école, et voilà, c'est l'hybridité, c'est ces combinaisons qui fait qu'on arrive à réellement générer ce processus effectivement d'apprentissage. Reste qu'il est très peu valorisé économiquement. On pense effectivement, qu'est-ce qu'apporte un organisme de formation, qu'est-ce qu'apporte un formateur? Pas grand-chose. Or, c'est loin d'être le cas quand on regarde le modèle économique d'une école, la complexité. Pensez que les mots qui ont effacé les écoles de commerce et d'ingénieurs, c'est perdre de vue que ce qui est important, c'est la vie associative, le tutorat, les stages, etc. Il y a toute une hybridité qui fait que, effectivement, c'est loin d'être simple de pouvoir faire disparaître ou plutôt engendrer un coût de reproduction de la connaissance qui soit quasi nul. Donc, et ce que je dis est quasiment pas investi par les spécialistes d'économie de la connaissance, dans le sens où on s'intéresse beaucoup à la production de la connaissance, on s'intéresse très peu à la reproduction de la connaissance. Donc, en tout cas, je me livre à des propos un peu libres parce que c'est pas les sujets que j'ai les plus investis, mais j'ai pris le temps quand même avant de venir. C'était intéressant. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. M'apercevoir effectivement qu'il y avait comme ça un manque, un vide dans la production scientifique, pas seulement française, je parle internationale, sur ces questions-là. Moi, je crois On va Jacques en rester là. Il est 10h. Tu peux dire quelque chose là-dessus 2 minutes. Non, tu le diras en atelier. Si ? Non, si, je dirais quand même... je crois que c'est Pierre Caspar qui a écrit quelque part, une information, c'est une brique. Un tas de briques, ça n'a jamais fait une maison. Je crois que c'est pareil pour la connaissance. Et j'avais une citation un peu plus longue, mais je ne vous la ferai pas, que j'ai tirée de ce livre hier soir, qui dit à peu près la même chose, dans un peu plus long. Alors, je fais un petit peu exprès d'arrêter à 10h pour lancer les ateliers, puisqu'en fait, l'invitation qu'on voulait faire, c'était que vous prolongiez la discussion qui a eu lieu ce matin dans les groupes, en continuant cette analyse stratégique de comment avancer dans ce nouveau périmètre. Peut-être quand même une question utilisateur. Voilà, j'ai eu une main qui se levait en premier.
Oui, bonjour, Virginie Su, CFC à la DAFCO de Montpellier. J'ai juste une question. Est-ce que l'IAE a utilisé, du coup, votre pertinence et votre regard dans sa stratégie de développement numérique? Et est-ce qu'ils en ont une et laquelle? Parce que l'IAE, je le connais aussi, et comme j'ai un doctorat d'économie, ça m'intéresse de savoir si l'école, ou le réseau, puisque c'est un réseau, s'est positionné et comment sur le développement numérique. Alors l'IE de Paris est très particulier. Il a un statut équivalent à l'IEP de Paris. Et y compris, il faut savoir que l'IE de Paris s'est construit autour de la formation continue. On ne fait que de la formation continue. Par contre, l'utilisation des TIS est extrêmement limitée. Donc ça reste, même en termes de LMS, on en est au balbutiement. Donc, mais ça fait écho, y compris à quelqu'un, là, on est lundi, c'était la semaine dernière, quelqu'un qui a un très bel web de plus de 5 millions, et qui marche très bien, et puis qui me dit, ouais, là j'ai dû m'intéresser au mois de décembre à mettre en place un LMS parce que ça devient une figure imposée. Ce que je disais tout à l'heure. Pour lui, c'est d'aucune utilité dans son processus, mais parce que c'est une figure imposée. Si tu réponds pas à cette figure imposée, tu es has-been. Et donc, c'est un critère, en l'occurrence, de légitimité, mais y compris symbolique. Et le garçon brillant, et qui effectivement il me dit il faut que je développe un truc pour se rapprocher d'un opérateur. Et c'est la réalité. C'est pas seulement sur ces questions-là. Il y a un nombre d'innovations dans les boîtes, on est obligé de les faire pour répondre effectivement à des figures imposées. Ce qu'on appelle des processus techniquement d'isomorphisme. La diffusion des innovations managériales, elle résulte essentiellement non pas d'une logique d'efficacité, mais d'une logique mimétique pour répondre effectivement à une pression. Et très souvent, c'est impulsé par des acteurs qui souhaitent développer un marché, notamment les cabinets conseils. Et quand on regarde l'histoire des innovations managériales, il faut saisir qu'il y a des phénomènes. Moi, ce qui m'inquiète, là je le redis sur ces questions-là, c'est qu'il y a des bulles innovatives. On sait que notamment ce qui fait que les nouvelles technologies génèrent très peu de croissance, très peu de création de valeur, parce que c'est y compris, on ne laisse pas le temps de générer les processus d'apprentissage qui permettent effectivement, in fine, d'en faire quelque chose. Et donc on crée des processus d'obsolescence. En l'occurrence, derrière, on détruit effectivement des compétences, on détruit du patrimoine humain, et c'est ça la création destructrice. Et là, pour le coup, sur cette réforme, effectivement, il y en a eu d'autres avant, mais là, ça se rajoute à d'autres éléments. C'est pour ça que je disais ça en préalable d'une réunion la semaine dernière, qui vise à alimenter la DGEFP sur ces questions-là. Il faut faire attention aux bulles innovatives. Mais par contre, ça implique qu'il y ait des acteurs qui soient présents, et il ne faut pas laisser faire. Idem, il ne faut pas laisser faire les acteurs qui font de l'évaluation, qui vendent des solutions d'évaluation, et en disant on va faire le gendarme, nous on sait c'est quoi une formation de bonne qualité. Ils arrivent, et donc ils se placent sur les chaînes de valeur, ils captent. Idem pour ceux qui vendent des solutions. Pour ça, je dis la réflexion en termes de modèle économique, de chaîne de valeur, la place des uns et des autres, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce qui est capté, y compris par les OPCA. Elle est où l'analyse en termes de chaîne de valeur? Je le demande là depuis des années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réellement travaillé à la problématique de chaîne de valeur sur le marché, sur le segment qui est le vôtre? Donc, voilà. Si vous voulez faire l'année stratégique, il n'y a pas... On termine sur une question qui me paraît un bon lien aux ateliers. Où se fait la valeur ajoutée dans nos organismes de formation? Je pense qu'effectivement, vous pouvez travailler là-dessus. Tu fais partie de l'organisation, tu me casses mon emploi du temps. Bon, on a démarré un peu en retard, donc on a le droit. Non, juste une question sur justement la recherche, le travail qui est fait sur tout ça. Quelles sont les pistes justement pour qu'on puisse avoir des éléments de connaissances tangibles et
comment travailler sur toutes ces questions, soit à travers les organismes de recherche, soit nous-mêmes, entre nous, comment développer tout ça, quoi. La recherche, parlait sur le e-learning, etc. Sur tout ce que vous disiez, l'analyse de la chaîne de valeur, toutes ces questions qui aujourd'hui ne sont pas forcément bien identifiées, sur lesquelles on n'a pas forcément... Moi, je pense effectivement il y a un champ énorme. Moi, j'y suis venu, je le dis, par défaut sur ces questions-là. C'est suite à une invitation de Jean Wehmer. J'avoue que je ne travaillais pas, si ce n'est depuis 2011. Et en tout cas, effectivement, c'est un champ, mais malheureusement, il y a très peu d'économistes, de gestionnaires. Il y a des travaux de qualité, même je dirais de grande qualité, et notamment en France en sciences de l'éducation. Mais il conviendrait effectivement de les hybrider. Les hybrider, effectivement, en intégrant mieux la dimension économique, et notamment, je pense, effectivement, avec des gens qui sont ancrés dans le champ de l'économie de la connaissance, management des connaissances. Mais aujourd'hui, il se fait très peu de recherches dont moi j'avais proposé, ça avait été intégré, mais c'était dans un autre plan stratégique à la FFP de soutenir la création d'une chaire, etc. Mais il y a quasiment rien. Parce qu'en fait, les études sur l'économie de l'éducation, c'est plus sur les États, les investissements économiques d'un État pour le développement de la population, etc. Mais sur ce qu'on évoque là... tout à fait. C'est les travaux de l'OCDE sur le capital intellectuel, sur le capital humain. Donc c'est plus macro que micro. Voilà. Et donc, on n'ouvre pas la boîte noire, on ne comprend pas ces processus, ces dispositifs. Et voilà, il y a quasiment rien. De produits. Il y a quelques travaux d'économie de la formation, mais c'est plutôt l'analyse du coût, même la Open University, etc. Il faut voir qu'est-ce qu'ils font réellement. Et donc, et puis c'est pas pensé comme un objet de recherche en soi, noble. Et plus souvent, c'est comme ça, c'est parce que c'est tellement devant nous, c'est les enseignants-chercheurs, mais voilà, on n'accorde pas tellement d'importance à cette activité. Donc moi, je pense qu'il y a un terrain extrêmement fructueux qui consisterait à hybrider les sciences d'éducation et sciences de gestion et économique, mais ça reste à faire. Donc moi, je peux faire qu'une invitation. J'essaie de susciter des vocations et je pense effectivement qu'il faudrait produire, on a discuté hier soir, par exemple, y compris sur les modèles de financement, et il y a des expériences qui mériteraient d'être décrites, un peu analysées. Mais ce qui fait réellement défaut, c'est ça, c'est la capacité de recherche et développement. Pour ça, moi, j'ai milité dans les critères qualité. Pour les OF, regardez, y compris le fait que on forme les collaborateurs et puis qu'il y a un minimum de capacité de développement. Et donc l'avenir se situe là. En tout cas, moi, dans le champ sciences de gestion, sciences économiques, des travaux qui viseraient à analyser les processus, les dispositifs, etc., je n'ai pas, à ma connaissance, voilà. En sciences de l'éducation, il y a des travaux, il y a des revues, moi je ne les lis pas, je ne suis pas spécialiste, mais je dis des travaux qui sont les travaux soit de micro, soit des travaux de gestionnaire en management des connaissances et les travaux, mais ça ne porte pas directement sur les OF, sur le e-learning, etc. Vous en avez, sur les communautés d'apprentissage, ils commencent à exploser, mais je parle sur les organismes de formation, sur le processus de reproduction de la connaissance via des dispositifs sociotechniques. Moi, je suis preneur. Hein, s'il y a des gens qui ont effectivement des références, je suis preneur. Pardon ? Tu vas dire, Bernard. Vous n'allez jamais partir en atelier. Hein. Non, il me semble quand même qu'il y a eu quelques travaux à l'IREDU il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, notamment ceux de François Aurivel, qui abordaient ça. François Aurivel, par exemple, à l'IREDU à Dijon, mais ils sont absolument inconnus. Et ils s'appuyaient sur des travaux anglo-saxons de Greville Rumble à l'Open University. Oui, mais j'ai regardé ces travaux-là, ça reste des travaux, y compris d'analyse des coûts, voilà, il faut ouvrir la boîte, voir c'est quoi un dispositif.
c'est en surplomb. Hein. Il faut mettre la main dans le cambouis. C'est quoi la réalité d'un organisme de formation et y compris, qu'est-ce que ça veut dire développer, par exemple, le numérique? Ça fait que les coûts fixes vont être beaucoup plus importants, et y compris, est-ce qu'après, une analyse en termes de marge, de valeur ajoutée reste pertinente? Il faut avoir les outils, après, économiques qui permettent de piloter, etc. Moi, on m'a demandé d'analyser le modèle des centres des centres du bilan de compétences. Ben, je peux vous dire que quelqu'un qui voudrait aller mettre du pognon dans les centres du bilan de compétences, ben, je dis chapeau, hein, parce que quand le vacataire il prend 45-50, vous avez le foncier, vous rajoutez, etc. Et qui réellement s'intéresse à voir comment ça fonctionne. Donc, mais malheureusement, et ça, c'est pas sur la table, y compris c'est pas sur la table, et quand on fait des réformes, bah, on prend il y a 36 milliards, il y a 36 milliards qui sont dépensés. Ah oui, qu'est-ce que ça apporte? Ouais, non, mais c'était 36, hein, quand je discutais, y compris le conseiller du ministre, hein, 36, c'est pas 36, c'est 32 après. Non, mais ça se fait comme ça.